Et il avait mission de me tuer professionnellement. Bon, je ne savais pas qui il avait affaire. Donc on a commencé à se regarder un peu en chien de faïence. Et puis on s'est aperçu que cette vieille femelle blanche voulait que les deux vieux mâles s'affrontent. Et on s'est associés depuis, on fait des colloques ensemble. Donc il est quand même, chaque fois que je fais une problématique, bon ça cette fois-ci, si je t'ai téléphoné quand même, oui. Tu étais avec ta femme, tu étais occupé, tu n'as pas pu vraiment développer le sujet. Et donc on fait des colloques ensemble, et c'est pour ça qu'on se sacrifie, parce que les intervenants, les stars que nous invitons, Coramio, Gianni, Tosti, machin, etc., n'aiment pas parler en fin de journée. Donc en général, c'est ou Vincent d'abord et moi après, ou moi d'abord et Vincent après. Voilà. Qui explique qu'on est en dernier, mais c'est pas pour autant que c'est moins intéressant. Enfin, mais il y a moins de monde, forcément. Voilà, merci Vincent, excuse-moi de ne pas t'avoir dit ça ce matin, mais j'avais quelques remords dans la journée, ce qui ne m'a pas coupé l'appétit, t'as remarqué. Hein. Voilà. Bien, alors comment ça marche? C'est pour apprendre à il suffit d'appuyer sur les... Attendez, parce que moi je ne suis pas... Oui, voilà. Bien. Alors, ça vient, voilà. Je voyais ma mère recroquevillée, vous avez vu le titre hein, de l'intervention. Je voyais ma mère recroquevillée dans son fauteuil, mal peignée, fatiguée, le regard perdu dans son monde intérieur. Je la revoyais il y a 30 ans, conquérante, femme active, s'occupant de tout et de tout le monde, répondant à chacune des sollicitations de ses fils. Elle était toujours là quand il le fallait, et que les choses allaient mal, et nous sentions sa force nous habiter et nous rassurer. Maintenant, c'est à nous de faire. Lui préparer le repas, faire son ménage, faire ses courses, veiller à ce qu'elle prenne ses médicaments, imaginer avec elle sa prise en charge, sans que celle-ci constitue une atteinte à sa dignité. Tant de choses à penser, à mettre en œuvre pour celle que j'appelais maman, quand je me réveillais enfant, après un cauchemar intense. La vie s'écoule et chaque jour me renvoie à mon enfance bénie. Merci maman. C'est l'interview d'un aidant d'une femme de 82 ans. Durant près de 30 ans, et chaque année, j'ai lu à mes étudiants du master Action gérontologique et ingénierie sociale de l'Université d'Aix-Marseille, pour ceux qui étaient là ce matin, vous savez de quoi il s'agit, les autres, d'accord, pour eux, principalement destinés à occuper des fonctions de direction, et on en voit certains qui sont à des postes importants, au sein des EHPAD ou des services de soutien à domicile, en introduction de mon séminaire sur les solidarités, un très bel article paru dans le journal Le Monde et intitulé « Lien », L-I-E-N-S. Ce texte a toujours eu pour moi une valeur symbolique, et je guettais chaque année l'effet produit sur mes étudiants, enfin ceux qui m'écoutaient, lorsque j'évoquais à la fin de cette lecture la revanche des bébés, c'est-à-dire la leur, actuelle et future. Ouvrez les guillemets, je commence un extrait de ce texte, il est long mais il est assez beau, il est toujours vrai. Diverger, au sens des centrales nucléaires, par la gloire ou par la violence, ou par l'échec, ou par la fugue. Il y a 1000 manières qui s'offrent aux jeunes d'échapper aux desseins parentaux. Les enfants sont comme des chats très vifs que l'on tente vainement de saisir et qui filent sous les meubles, d'où ils nous narguent, tapis et rieurs. Ils ont des ressources et des ressorts. Plus ils avancent, plus ils sont rétifs à nos intimidations. Si tout se passe bien, ils finissent par accéder à une autonomie, très bien fait de venir Laurent, à une extraterritorialité à propos de laquelle les moyens d'intervention des adultes sont quasiment aussi efficaces que de ceux de l'ONU auprès des Serbes durant la guerre en Bosnie. Menaces, blocus, sanctions, négociations, rien n'y fait. La philosophie du cause toujours semble animer les enfants. Et cela avec d'autant plus d'efficacité que les parents, pour peu qu'ils aient un peu de recul, de sens de l'humour ou de lassitude, baissent les bras avant de les avoir levés. Les trajectoires d'enfance,
commence dans l'incertitude et l'exploit, l'intensité fusionnelle et la beauté. Elles se poursuivent dans la lente abolition de l'esclavage émotionnel et la conquête des indépendances. Et en ce sens, je voudrais rappeler que toute maturation est une fugue. C'est pour ça qu'il y a des sociétés où les hommes qui épousent des femmes plus jeunes les enferment dans des placards, pour les j'exagère, pour les empêcher de maturer. Et qu'il y a des imbéciles dans nos pays qui pensent en allant chercher une petite au fin fond du monde, en la ramenant ici, sans l'enfermer dans un placard, qui pourront la dominer pendant des années. Elle donne un lieu, ces trajectoires d'enfance, un jour, mais chaque histoire est impossible à répéter, à un accord apaisé entre personnes différentes et qui s'acceptent telles. Qui n'a observé dans les familles ce troisième temps des crises surmontées, bon, sauf dans les familles où on se hait depuis toujours, où il n'y a rien à faire, où c'est pathologique. Le temps des crises surmontées où chacun, ayant accepté de limiter ses ambitions sur l'autre, parents et enfants, se rapprochent sans crainte d'empiètement. Vient bien sûr le quatrième temps, invention récente, où les rapports s'inversent et où le souvenir de la dépendance des débuts se réactive pour donner lieu à la prise en charge des vieillards par ceux qui ne le sont pas encore. C'est alors la revanche des bébés, ou plutôt leur manière de remercier tardivement. Ce texte introduit à point la question du lien social, comme celle relative aux ordres sous-jacents de ce concept. L'amour, l'amitié, l'entendement sexuelo-affectif, avec ou sans latex, proximité, isolement social, exclusion, etc., qui est aujourd'hui récurrente dans le type de société éclatée dans laquelle nous vivons. Elle a certes toujours été, dans toutes les sociétés humaines, tant sa centralité détermine notre rapport à autrui et concentre la relation étroite que nous entretenons avec nos congénères, tant elle ne définit pas notre manière d'habiter le monde. Dans la convivialité, Ivan Illich, posant déjà le paradigme de ce désordre, qui n'est pas au demeurant que le produit du seul désordre sentimental, désordre qui affecte ici et là les simples unions affectivo-sexuelles des individus sociaux que nous sommes d'abord, c'est-à-dire homo sociabilis, nous entraîne vers cette centralité, introduisant par là même la question des échanges qui font de nous des êtres en perpétuelle quête de restitution et de reconnaissance. Et je voudrais rappeler que dans l'idée du mot reconnaissance, au sens de connaître ou naître avec. Petite pub, post-pub, il faut que je m'occupe de lui comme un enfant. Oui, non, jamais vu un série qui passe au même. Ma défunte mère et mon frère, qui est hypocondriaque, qui ne saurait pas du décès de ma mère, ça les énervait toujours que je passe mon temps à dire ce que je faisais. Et je leur expliquais que de toute façon, on est son meilleur agent. Il ne faut pas attendre des autres. Il y a plus de gens qui sont là pour vous flinguer et pour dire que vos travaux sont de la merde, que pour des gens qui sont dire, surtout des collègues, que votre travail c'est bon. Hein, voilà, donc il vaut mieux le dire soi-même. Moi j'ai passé 45 ans, je continue à dire que je suis le meilleur et que je lis aussi les travaux des autres. C'est pour ça que je les cite. Et je vous conseille, quand vous êtes plus jeune, de faire ça. N'attendez pas que les autres se chargent de votre publicité. Ou alors c'est louche. Il faut que je m'occupe de lui comme un enfant. En structure de fond de mon propos, il faut rappeler que dans nos sociétés modernes, alors même que le vieillissement est désormais une donnée intégrée à nos modes de gestion sociale de la population, que c'est la dépendance qui s'inscrit comme un problème exponentiel. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que cette fameuse patate chaude, tous les gouvernements se sont reportés la fameuse loi sur la dépendance depuis Chirac, en passant par Hollande, Sarkozy et tout, et que le pauvre Macron l'a reçu, qui qui s'en est débarrassé, et que ce sera refilé au prochain. Voilà. On a suffisamment, nous les vieux, genre Amiot, tout ça, participé à des commissions où on allait refaire le monde pour savoir qu'il n'y a plus rien à attendre, et qu'on sera très certainement dépendant quand il n'y aura pas encore de loi sur la dépendance. Mais c'est pas grave.
Alors, un problème exponentiel lié directement au grand âge. Les chiffres sont à ce niveau très clairs, puisqu'ils, mais surtout elles, notre ami Jamie a rappelé que c'était surtout des femmes, effectivement, partout, mais il y en a déjà partout avant, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Ce sont surtout elles qui sont déjà 2% à dépasser 85 ans, âge dont on sait qu'il est à haut risque de dépendance. On peut être dépendant avant, mais bon, dépendant, je parle physiquement et psychologiquement, etc. Mais voilà. Le terme de prise en charge occupe donc désormais l'espace des préoccupations collectives et individuelles, tant au niveau des structures d'accueil, du maintien à domicile, des solidarités de proximité, que de la formation de ceux qui en auront la responsabilité. Pour mémoire, la dépendance, on va faire vite, se définit comme le besoin d'aide à accomplir les actes élémentaires de la vie. Par exemple, aller faire pipi la nuit tout seul. Alors moi j'ai réfléchi, je voulais le dire à l'hôtel, à l'Holiday Inn, le type qui a monté les toilettes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne doit pas pisser la nuit. Parce que la lumière, elle est de l'autre côté du lit, les chiottes sont dans la salle de bain et il y a double porte. Donc à moins d'allumer tout et de se créer sapin de Noël et plus pouvoir s'endormir après, aller faire pipi dans le nuit, c'est pas possible. Vous heurtez d'abord dans le lit, d'abord dans la première porte et d'abord dans la deuxième porte. C'est pas comme ça dans ma chambre. Donc en clair, t'as pissé sur la porte. Non, parce que ça fait 10 ans que je vais dans cet hôtel, mais je me fais depuis 10 ans la même réflexion. Mais c'est où la terrasse, oui, Voilà, et alors il y a la terrasse. Oui, parce qu'il n'a pas eu de terrasse. Mais je pisserai ce soir sur la terrasse. Voilà. Alors, donc pour mémoire, la dépendance se définit comme le besoin d'aide à accomplir les actes élémentaires de la vie, que vous faites naturellement, tout ce que vous faites, ouais, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est la dualité incapacité, besoin d'un secours qui fonde la notion de dépendance et non la stricte incapacité. La dépendance ne doit pas être alors considérée comme un état figé. Oui, j'ai parlé d'aller faire pipi, et bien il est allé faire pipi, bien mis. Hein, voilà. C'est un état figé. Il s'agit d'un processus susceptible d'être accompagné, voire modifié dans son évolution, d'être prévenu et réduit dans ses manifestations par un environnement et des prestations adaptées. Pour l'accomplissement des différents actes indispensables au maintien à domicile, la personne dépendante va faire appel aux solidarités dans la diversité de leur expression. C'est donc là que va se mettre en œuvre et prendre forme la relation aidant-aidé. Comme entité intégrée dans le parcours de la personne, comme dans son roman familial au sens freudien du terme. Vous savez, le roman familial, vous connaissez, il y a des grands moments, Noël arrive bientôt, vous allez voir, hein, les paquets, les machins, les trucs, voilà. Le repas à la con, le même repas, enfin. Plus globalement, on rappellera ici que la maladie, la déficience, sont d'abord une expérience sociale. L'expérience d'une maladie n'échappe pas au discours populaire. Nous portons tous, effectivement, un regard particulier sur le fait ou non d'être en bonne santé. Par ailleurs, l'expérience d'une maladie ne concerne pas seulement le malade lui-même, mais revêt une dimension collective avec sa famille ou non, ou son entourage, les valeurs médicales de référence, les professionnels de santé et bien d'autres éléments encore. On ne peut par ailleurs également ignorer la douleur et les difficultés de la famille, mais surtout des aidants qui doivent accompagner la personne malade, dépendante ou encore handicapée, en assurant une présence quotidienne et veiller sans relâche à cette personne aimée, fragilisée. Tout cela n'est pas sans conséquence. La vie de tous subit de graves bouleversements. Malades et aidants se retrouvent ensemble à la merci d'une maladie qui petit à petit isole ses victimes, les condamnant à une exclusion inévitable. D'ailleurs, comme le note mon ami que je n'ai pas vu depuis un an déjà, mais qui commence à devenir très vieux, Michel Morin, qui était l'ancien patron de la psychosociale à Aix-en-Provence, je le cite, « C'est très souvent aussi se confronter à une véritable rupture biographique
qui, à la différence de celle que vit le malade, menacé dans son image et sa maîtrise corporelle, concerne d'abord essentiellement une identité sociale, puisque l'aidant principal, dans les pathologies lourdes, est amené en général à recentrer toutes ses activités relationnelles autour des besoins de l'aider, renonçant aux loisirs comme aux engagements de travail extérieur, qui sont perçus comme incompatibles avec l'accompagnement du malade. Fermez les guillemets. Le téléphone, c'est les étudiants qui font ça sont très mauvais. Pour ce qui concerne par exemple les malades atteints de pathologies invalidantes, de type Alzheimer ou troubles associés ou d'autres formes de démence sénile, mais d'une manière générale, pour ces personnes qui sont concernées par toutes les pathologies involutives, nous sommes ainsi confrontés au grand sentiment d'inquiétude que provoquent ces pathologies chez les personnes âgées, auprès de leur entourage, mais également des soignants. Ces inquiétudes et même ces peurs génèrent autant d'angoisse depuis l'apparition des premiers troubles à l'annonce du diagnostic, provoquant un bouleversement individuel et familial et aussi au moment de l'accompagnement de la maladie proprement dite, en institution ou au domicile, avec ce que l'on appelle les phases de déni qui leur sont associées. J'ai vécu avec mon frère ces derniers mois, je peux vous dire que ce n'est pas de la tarte, et c'est vrai, et qui sont pour les soignants, bon, les professeurs d'art plastique, mais bon, quand même, et qui sont pour les soignants particulièrement difficiles à gérer, tant l'irrationnel est omniprésent. Ceci d'autant plus que la vie psychologique, et les psychologues qui sont dans cette pièce le savent, n'est pas faite que de rationalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont devenus psychologues, espérant guérir de tout ça. Ça marche. Qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adolescent, porteur d'un handicap ou d'une personne atteinte d'une maladie évolutive à caractère invalidant, il nous faut souligner, en particulier, pour un certain nombre de personnes, l'entrée dans le chaos de ce que d'aucuns nomment une catastrophe affective. En effet, ce type de pathologie bouleverse d'abord les équilibres familiaux. Comme l'indique Girard, à l'époque, à son rapport pour le gouvernement, poser le diagnostic, c'est aussi pour le malade et pour son entourage proche le signal d'un long cheminement douloureux, dominé par le désapprentissage et l'envahissement de la vie par la maladie. Je n'ai plus de vie, c'est le chaos. C'est vraiment pénible, les entretiens qu'on a fait. Il faut que je m'occupe de lui comme un enfant, comme un bébé plutôt. Je prends beaucoup de temps pour lui. Je le lève, je le change, je le fais déjeuner, enfin je le prépare. Dans un couple, hein, 65 ans, 70 ans. Ça passe un moment, et puis après c'est pareil. Quand il revient de l'accueil de jour, je le mets aux toilettes, et après je le lave. Je le change, et puis après on le fait manger. Tout quoi. Je m'occupe de lui beaucoup plus que ce que je peux m'occuper de moi. C'est surtout le supporter qui est le plus difficile. Alors dans ce cas particulier, c'est un couple avec une bonne différence d'âge, à peu près 15 ans de moins. Alors évidemment, les femmes jeunes préfèrent des mecs plus vieux, d'abord parce que la carte Visa marche beaucoup mieux, ils sont plus patients et plus expérimentés. Et après en vieillissant, non, c'est une réflexion pour de provocation, mais c'est vrai qu'après en vieillissant, quand l'écart s'aggrave, voilà, il faut qu'on le mette prendre en compte. Bon, ça vous fait pas rire, on s'en fiche. Alors, mais bon, peut-être parce que la moitié des gens sont mariés avec des gens plus vieux, ou le contraire. Quand l'enfant devient parent de son parent, moi et ma femme à mon âge, c'est-à-dire pas d'âge. Dans le cadre de la maladie, spectateur impuissant de la déchéance de son proche, le conjoint ou le parent, Jonathan, tu viendras me voir après la consultation. Souvent, l'un des enfants, sinon l'enfant, s'il est enfant unique, est soumis à un face-à-face épuisant avec la maladie, avec le malade. Moi, j'ai qu'une fille, elle est tard, après 14 ans de vie commune. Bon, elle attend un peu, mais à mon avis, elle va se barrer en Nouvelle-Zélande. Je dis toujours que c'est un pays qui l'attire. Parce qu'elle va se retrouver avec deux... Voilà. Ou alors, je sais pas, elle va rentrer chez une sœur. Alors, un face-à-face épuisant avec le malade qui peut, dans les cas les plus extrêmes, le conduire l'enfant au désespoir et au passage à l'acte. Ainsi, on dira que le malade
et son proche forment un binôme. Si l'aidant va bien, le malade ira bien et vice-versa. L'entourage réagit souvent mal et manifeste abattement, dépression, anxiété, honte, isolement, culpabilité, asthénie physique, troubles du sommeil, etc. Les dégradations successives de la personne malade sont vécues par l'entourage comme le deuil d'un proche pas encore mort. Les enfants expriment souvent le sentiment paradoxal d'être devenus parents de leurs parents. Les familles s'empêchent souvent de parler de leurs difficultés, pensant qu'on ne peut pas les comprendre. Elles manquent d'interlocuteurs, se sentent marginalisées et souffrent d'isolement. Elles se sentent parfois disqualifiées par rapport aux soignants. Au fur et à mesure que la maladie évolue, le malade est de plus en plus dépendant. L'entourage de plus en plus sollicité est confronté à des situations de tension qui peuvent altérer sa santé physique ou mentale, si vous voulez bien faire les deux, et ou mentale. Ce que l'on appelle le couple aidant malade ne devient en fait qu'une seule personne, tellement l'une dépend de l'autre. Cette dépendance du malade emprisonne l'aidant dans une prise en charge étouffante, où il finit bien souvent par s'oublier lui-même complètement. Je cite des interviews qu'on a fait. Alors c'est à Marseille, hein, avec l'accent. Vous avez un zombie en face de vous, que vous ne pouvez pas tuer parce que c'est votre parent. Combien de fois ma mère m'a demandé de l'étrangler? De l'étrangler, c'est très méditerranéen ça. Hein. Quand vous entendez étrangle-moi, ça fait déjà très mal. Je ne peux pas tuer ma mère, je ne peux pas. Je suis contre l'euthanasie. Je considère que ce n'est pas à moi ou à n'importe qui d'autre d'enlever la vie de quelqu'un. C'est à Dieu, c'est tout. C'est un truc que je souhaite à personne. Ça détruit, ça vous détruit, ça détruit la personne qui est atteinte de cette maladie. Ça détruit la personne qui s'en occupe, ça détruit tout le relationnel que vous avez, familial, avec vos enfants, votre femme. Ça détruit les amis, parce que non seulement ils regardent ça de loin, mais en plus, ils font des remontrances. Ici, donc, c'est la relation intersubjective qui autrefois était structurante qui est mise à mal. Plus spécifiquement, et pour ce qui concerne la prise en charge de la dépendance à domicile, différents travaux ont été réalisés en Europe ces dernières années, dont nombreux par Carla Facchini, moi-même et d'autres aussi, en France et à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, etc., au Canada. Les différents travaux montrent de façon très nette que les bénéficiaires de l'aide ménagère ou de soins infirmiers à domicile ont presque toujours un réseau d'aide, alors que les personnes hébergées en institution ne sont que très rarement dans cette situation. Par réseau, on entend l'existence auprès de la personne âgée ou malade de personnes en capacité de l'aider quotidiennement. Le repas, les courses, les déplacements, les démarches administratives, ou très régulièrement, c'est-à-dire autant que de besoin. Et j'ai toujours dit que mettre à domicile sans un environnement truc, ça ne peut pas fonctionner, pas possible, surtout la nuit. Ainsi, les recherches menées par l'Institut de gérontologie et l'équipe à l'époque de l'Université d'Aix-Marseille, dans le champ social, indiquent que 89% des personnes ne bénéficiant pas de services ont autour d'elles un réseau de solidarité naturelle, c'est-à-dire familial ou de voisinage, qui intervient soit très régulièrement, soit moins souvent, et en fonction des nécessités. Bon, moi je suis la preuve vivante parce que ma voisine Maggie en face, qui est maintenant en maison de retraite, enfin, pendant 10 ans, je l'ai ramassée, je ne sais pas combien de fois, elle n'avait pas d'enfant. Donc chaque fois qu'elle tombait, ça arrangeait toujours pour tomber la nuit. Une fois, c'était même écrasé contre ma voiture, on aurait dit un truc de cold case, voilà. Il y avait le sang sur la roue de ma voiture, elle avait été tombée, était évanouie. J'étais pour rien, j'étais pas là, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, ça fatigue. Elle et moi. Alors, comme elle n'a pas d'enfant, maintenant, on va la voir, mais non. Voilà, donc, une structure autour d'elle. Dans un tel contexte, et même si l'aide est massive, il y a toujours une présence attentive et vigilante. Et d'une manière plus générale, l'ensemble de ces considérations nous rappelle que même si les familles sont déchargées aujourd'hui dans ce qu'on appelle les sociétés développées, c'est-à-dire les nôtres, du soutien matériel qu'elles devaient autrefois assurer à leurs membres,
elle conserve une fonction de soutien moral et affectif, mais aussi technique, indispensable au fonctionnement de la société globale. D'ailleurs, Mendras, ainsi à ses travaux, souligne dans Éléments de sociologie générale que toute vie sociale est faite d'échanges. Échanges, des apostrophes échanges. L'exigence de réciprocité dans les actes sociaux est vivement ressentie par les individus de toutes les sociétés et dans toutes les civilisations. Et une grande part des règles des institutions ont pour but de codifier et d'organiser des échanges. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous savez, que les gens qui arrivent dans votre immeuble, des fois, vous croyez bien faire en les invitant à bouffer. Tout ça, ils n'acceptent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de vous rendre. Peut-être que votre texte ne leur revient pas. Hein, vous avez déjà eu des gens, vous savez, vous les invitez, qui ne veulent pas. Voilà. Nous sommes donc avec la dépendance, et ce, quelle que soit sa forme et son origine, au centre de la vie sociale, une vie sociale qui se nourrit de la relation conviviale comme valeur éthique déterminante dans la spontanéité du don. Et en ce sens, je rejoindrai dans mon analyse, Erwin Goffman, pour qui, Erwin Goffman, c'est un psychosociologue américain qui écrit très simplement, vous pouvez même lire ses bouquins à la plage, en buvant un pastis, ou ça tout passe bien, et vous comprenez tout en plus. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc, Goffman, qui dit que toute relation est ancrée dans sa propre histoire et possède sa carrière, son développement naturel, et par là sa mémoire. Marcel Mauss, pour lui, une prestation amène une contre-prestation. Là, c'est bien entre Noël, je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau. Si quelqu'un vous donne un cadeau, il dit ah, mais j'ai rien, je n'ai pas eu le temps de passer, bah, c'est gênant. Voilà. Donc on a toujours quelque chose qu'on donne, qu'on échange. Une prestation amène une contre-prestation et participe de ce qu'il nomme un échange confirmatif. Tu me donnes un cadeau, je t'en donne un, pour te prouver que j'ai reçu le tien et que j'apprécie. En fin de compte, la démarche de réciprocité traverse comme une exigence des relations humaines. C'est à mon tour de rendre. Mes parents ont fait ce qu'ils avaient à faire, à moi maintenant de les aider. Et nous ne sommes pas loin dans l'analyse des systèmes d'entraide et des réseaux familiaux, des tribus mélanésiennes et du potage. Mais il faut aussi souligner, comme la nature humaine est particulièrement complexe, qu'il y a également le cas de ceux qui ne doivent rien aux parents, qu'ils ont maltraités, etc. et tout, mais qui s'occupent quand même d'eux, à la fin. Les rôles, citation d'une personne, d'une patiente, les rôles de chacune ont changé. Je suis devenue sa mère. D'ailleurs, le premier jour où je l'ai emmenée à la maison de retraite, on m'a demandé qui j'étais et j'ai répondu spontanément, je suis sa mère. Ah, donc, on en a ri. Ils m'ont dit, mais vous n'êtes pas sa mère, vous êtes sa fille. Et j'ai répondu, ah oui, c'est vrai. Bon, peut-être que déjà... La perte d'autonomie qui amène les pathologies invalidantes fait que le malade doit se faire aider, accompagné par une tierce personne que l'on appelle l'aidant. 70% des malades sont à domicile, comme une bonne nouvelle, et se font accompagner par un membre de leur famille. Et s'il existe une souffrance de la personne malade, il ne faut pas négliger celle de son entourage. Une famille sur 3 assume cette situation sans aide extérieure. Conséquence, l'entourage d'un malade est presque toujours frappé de troubles liés à la fatigue physique et mentale. 74% des aidants subissent les répercussions de leur implication auprès des malades sur leur santé. Alors s'il y a des aidants, là je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein. Bon, vous pouvez après consulter, mais bref. La charge, c'est gratuit à l'Institut. La charge supportée par l'aidant peut engendrer un épuisement physique et psychologique. Plus de la moitié des aidants souffrent de stress élevé et de maladies diverses. Infections à répétition, en cause particulière, affections cardiovasculaires, dépression, etc. Mon frère n'a jamais eu autant de problèmes de tension, de machin, etc. que pendant les 10 derniers mois de ma mère. Il avait un Holster, il faut des gars, il était rouge, je ne savais pas pourquoi. Et il est professeur d'art plastique, peut-être ça aide pas. L'art censé détendre, mais j'ai pu vérifier que non. Lorsqu'on interroge, pas mon frère, lorsqu'on interroge les aidants,
On apprend que le facteur qui contribue le plus à leur sentiment élevé de charge et de stress est le fait de ne pas pouvoir faire face aux troubles du comportement. Selon une étude réalisée, le taux de personnes ayant des pathologies chez des sujets assistant un patient est majoré de 63% par rapport à un sujet non aidant. Moi, celui qui ne fait rien, il est tranquille. Hein. Au début, l'aidant va juste gérer l'intendance, c'est-à-dire les courses, le ménage, les papiers. Puis progressivement, c'est un soutien de chaque instant qu'il va falloir procurer en prodiguant de véritables soins, toilettes, surveillance, des médicaments, change, etc. Surtout si l'aidant n'a pas recours à une aide professionnelle. Et cette organisation de soins est tellement exigeante que toute l'organisation de vie va être perturbée. Il devient difficile, voire impossible, de poursuivre des activités de loisirs, une vie relationnelle, ou conserver un emploi, ou même, on l'a vu à l'Institut, venir à des groupes de parole. À une époque, on avait eu un financement par la Fondation de France, il y avait une fondation donc qu'un an de financement, et c'est Annie Coupeau, elle est partie, Annie, voilà, qui venait garder les malades pendant que les patients étaient avec le groupe de parole. Voilà, ça a failli prendre folle. Hein, non, je l'ai fait déjà. pas évident, hein, voilà. Non, j'ai pas voulu dire que je l'ai fait déjà, mais ton copain, lui, le dit, tu vois, mais moi non. Alors, merci. Alors, protéger un bébé de 89 ans. Pour illustrer ces données, nous allons nous appuyer sur les résultats d'autres recherches qu'on a menées à l'Institut, notamment sur le thème exclusion, maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. On a sorti un bouquin, bon, il y a d'autres gens qui ont participé. Et voilà ce qu'on remarque dans ce type de prise en charge qui est complexe et difficile. Par exemple, l'organisation d'un tel accompagnement amène différentes contraintes pour l'aidant. Et cela exige une totale disponibilité, comme nous le raconte une aidante en parlant de sa mère. Océane, tu me vois en entier là, parce qu'il y a l'appareil devant. Un petit peu, mais ça va. Oui, là, parce qu'il n'y a que ça, tout le monde Non, non. tête, et moi je vais que le nez. Là, ça va. Bon, il faut changer de place, hein. C'est beau aussi. Je reste avec ma mère toute la journée. Comme c'est un camarade fondamental. Mais c'est la nuit, ouais, à quoi sert le service civique, hein, comme le service militaire. Je reste avec ma mère toute la journée. Et c'est la nuit que c'est le plus prenant. Elle ne veut pas se coucher. Et elle se relève même dans la nuit pour vérifier que je suis toujours là. C'est une préoccupation permanente, car elle a toujours besoin de moi. Je peux dire que je vis en fonction d'elle. Il y a aussi souvent une inversion des rôles. Par exemple, l'enfant devient le parent. Il nous est dit à ce propos, guillemets, avec ma mère, les rôles ont été inversés. Je suis devenu sa mère et elle est devenue mon bébé. On a échangé les rôles et c'est à moi de la protéger. Protéger un bébé de 89 ans, ça n'est pas facile. Fermez les guillemets. L'aide apportée évolue avec le temps et elle devient de plus en plus grande. L'aidant est toujours présent et son aide s'amplifie au fil des années, jusqu'à ce qu'il se retrouve bien souvent en situation d'épuisement maximum, que les Anglais appellent le burn-out. On constate aussi que les temps de répit et les loisirs aussi sont très rares et sont source de culpabilité pour l'aidant, comme nous le dit cette aidante en parlant de son mari. Quand il est à l'accueil de jour, je pourrais avoir du temps pour moi, mais je n'arrive pas à en profiter. Je culpabilise, je n'arrive pas à en profiter sans lui. Donc vous voyez, les responsables d'accueil de jour, donc toi Anne-Marie, il y a peut-être un travail à faire pour soulager les aidants de leur souffrance et leur permettre de pouvoir profiter quand le patient est chez toi. Enfin, chez toi, accueil de jour. D'ailleurs, l'aide apportée est jugée légitime. Non, j'ai raté. Il en est de même pour les vacances, qui sont souvent très difficiles à organiser. Un autre aidant nous dit à ce sujet, je ne peux pas partir en vacances, car elle est toujours très angoissée à cette occasion et me mène une vie infernale. Avant, sortait sur Marseille, mais maintenant elle est vite fatiguée et elle veut rentrer de suite. Elle ne supporte plus le bruit, les gens. D'ailleurs, l'aide apportée est jugée légitime par les aidants. D'une manière générale, ils estiment que le sacrifice, entre guillemets, qu'ils font pour leurs parents est tout à fait naturel, dans le sens où ils rendent
ce que leurs parents ou leur conjoint leur a donné par le passé. On part de l'hypothèse pour un couple d'un couple qui a échangé du bonheur, hein, pas d'un couple sadomaso. Avec tout de même la grosse différence qu'ils n'ont pas de rôle d'éducateur à jouer. Ah oui, parce que les enfants, oui, j'ai trouvé de la coke dans ton cartable, en 6e c'est pas normal, voilà. D'un point de vue sociologique, la relation unissant l'aidant et le malade implique donc une relation de don et de contre-don. Cela rejoint les données observées par Marcel Mauss, encore lui, mon auteur préféré, pour qui donner, recevoir et rendre sont 3 actions indissociables constituant la triple obligation du don. Chaque don ouvre une dette à jamais close, qu'entretient un circuit élargi, toujours ouvert. Pour également, la personne aidée est auto-centrée, enfermée dans son mal-être intérieur. Toute souffrance intime pose la question de la distance et du recul dont les possibilités s'amenuisent à mesure que l'état s'aggrave. Les aides extérieures sont autant de béquilles auxquelles la personne s'accroche pour essayer de survivre. Dans ce cas, la relation intersubjective ne peut être que perturbée. Pour preuve, ce témoignage, je le cite. Je ne communique plus vraiment avec lui. Il vous dira une phrase et ensuite, il ne vous dira plus rien. Et puis chez lui, ça développe des angoisses, donc ce n'est pas la peine. Je suis seul avec lui, ça c'est sûr. Et c'est très dur d'avoir quelqu'un, que c'est son compagnon. On a toujours communiqué sur les petites choses, les enfants, les petites nouvelles, les anniversaires des enfants, enfin tout. Maintenant, je ne peux plus, ce n'est pas la peine. Fermez les guillemets. Les aidants nous disent aussi que l'accès à l'information est souvent difficile. Ah oui, à moins d'être professionnel, on n'a pas un petit dossier chez soi à ouvrir en cas d'urgence aidant, avec toutes les infos. À ce moment-là, qu'on commence à chercher, on tombe sur le répondeur du Centre communal d'action sociale, avec je prends le Centre communal d'action sociale, mais s'il y a des gens de ça ici, je ne vous en veux pas. Hein. Voilà, avec la musique de Beethoven au ralenti, ne cliquez pas, appuyez sur le 6, sur le 7, machin, etc. Voilà. Genre, ou alors la MGN, moi je suis à la MGN, maintenant ils ont 10 points sur lesquels appuyer, quand vous êtes au point 11, si vous êtes Alzheimer, vous ne savez plus ce qu'il fallait faire aux deux. Je leur ai dit, mais il paraît que c'est la numérisation, que le monde va mieux, enfin bon, voilà. Les aidants nous disent aussi que l'accès à l'information est souvent difficile. J'entends par là les informations concernant les aides dont ils pourraient bénéficier. Les aidants ne disposent pas souvent de soutien ou de conseils, ou plus ou moins ne savent pas à qui s'adresser. On se rend compte aussi que les aidants sont obligés de prendre des décisions difficiles et parfois en total désaccord avec leurs convictions personnelles. Nous avons pu entendre au cours des entretiens les choses suivantes. Je cite un monsieur. « Je me demande souvent si c'est bien de prolonger la vie de ces malades. C'est la grosse question. Est-ce que je dois m'acharner comme ça et prolonger son calvaire? Parce que si je viens tous les jours la voir à la maison de retraite, c'est pour la faire manger. Donc c'est pour prolonger sa vie. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et plus je la maintiens, plus je prolonge sa souffrance et celle de ma famille. Si ça devait m'arriver, je me suicide. Je ne veux pas faire endurer ça à mes enfants. Je trouve que ce n'est pas humain. » Fermez les guillemets. Bon, c'est un enseignant. Souvent, les enseignants sont des anciens dépressifs, mais quand même. Pas une raison, c'est quand même assez bien. Parallèlement à tout ça, on note que la famille évoluant, autour du couple aidant-aidé, adopte certaines attitudes. Notamment, les enfants des aidants s'investissent beaucoup en général et font preuve d'un certain dévouement. Ils assurent surtout un soutien moral important, mais les aidants n'osent pas faire appel à eux et préfèrent les préserver. En résumé, pas en résumé de ma communication, pour ceux qui comptent se barrer tout de suite, il reste encore quelques pages. En résumé, ces témoignages démontrent une fois encore que plus la maladie avance, plus elle engouffre malades et aidants dans une spirale de désespoir et d'exclusion. Les aidants voient leur vie basculer dans un monde où tout tourne autour de la personne atteinte de maladie, de manque, note, et où plus rien ne compte que le malade et ses besoins. Restituer une dette. Ce que je vous dis, c'est dans le livre Parentalité après, qui a été dirigé par Vincent Meyer. Voilà. Bon, alors, je ne sais plus, restituer une dette. Cette analyse mérite un détour conceptuel sur le rôle de l'enfant désigné.
Alors, l'enfant désigné a été identifié par le professeur Jacques Gaucher, qui nous honore exceptionnellement de sa présence inhabituelle. Je l'ai appris qu'hier qu'il venait, donc tu vois, je n'ai pas calculé, voilà, mais je trouve que je lis tes travaux et que je les apprécie. Je suis très content que tu sois là pour t'entendre toi-même. Voilà. Identifié par Jacques Gaucher, vous pouvez après, c'est comme dans les seins, vous le toucher à la fin des voilà. L'enfant, je le cite, donc Jacques Gaucher, l'enfant désigné, et c'est pas mal, c'est vrai, j'ai vécu moi ces derniers mois, donc c'est pas mal. L'enfant désigné entretient un lien complexe avec le reste de la fratrie, donc mon frère avec moi. Quand il y en a une, et avec sa famille en général, donc ce qui est resté, c'était ma mère. Enfin, mon frère s'était auto-désigné, mais ma mère aussi l'avait désigné. Sa grande proximité affective et relationnelle, il a toute sa vie pris son 4 heures chez ma mère, parce qu'il habitait à côté. Il s'était fait nommer à Aix-en-Provence, donc moi, quand je rentrais à 20h, je savais qu'à 16h30, il allait boire le thé chez sa maman. Voilà. Bon, ben là, là. Sa grande proximité affective et relationnelle avec ses parents, il me tue si j'en ai fait. Et le moteur des suspicions financières, c'est pas vrai, et des accusations d'influence de la fratrie. Ça, c'est Jacques qui dit. En retour, 60% de ces enfants, désignés pour l'aide, éprouvent le sentiment non seulement de ne pas être eux-mêmes aidés, ça j'ai vécu, par les membres de leur propre famille, mais aussi d'être surtout handicapés par eux. Alors mon frère me disait que moi j'étais un complice du milieu médical, parce que j'étais dedans, et que je couvrais tous les médecins qui ne voulaient pas sauver ma mère à 92 ans. J'ai failli te téléphoner plusieurs fois. Hein. Et pas pour un soin, pour te dire que c'était vrai. Quoi. Voilà. L'aidant passe une grande part de son énergie à anticiper les critiques et à faire face à la méfiance de sa fratrie ou de son conjoint. Par ailleurs, la charge de l'accompagnement fait qu'il coupe progressivement ses liens avec son environnement professionnel. Bon, il a pris sa retraite. Notamment en prenant une retraite anticipée, ce qui était le cas. Amical, culturel, social. Non seulement cet aidant renonce à une partie de sa propre vie et de ses propres intérêts, mais il se trouve privé de ressourcement possible. La conséquence de cet enfermement dans l'aide aux parents dépendants est que la personne voit ses journées perdre tout relief, tandis que tous ses soutiens sont brisés. Son environnement se transforme en désert. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais de prendre l'exacte mesure de cette réalité. Les aidants familiaux sont aujourd'hui sujets à des risques de fragilité majeure, car l'aide à ses parents est le fruit d'une pression morale forte, même si elle apparaît de façon discrète. Elle est donc vécue par les aidants à la fois comme une contrainte et comme une exigence. Fermez les guillemets, ainsi parlait Zarathustra Gaucher. Non, c'est bien. À ce propos, et d'une manière plus large, c'est plus Gaucher, c'est moi, il faut souligner ici que dans la notion d'attente, d'escompte de l'avenir, qui est précisément l'une des formes de la pensée collective, nous sommes entre nous, en société, pour nous attendre entre nous à tel ou tel résultat. C'est la forme essentielle de la communauté, comme nous le dit Marcel Mauss. Cette relation aidant-aidé est actuellement à l'ordre du jour, notamment parce qu'il y avait la discussion sur la loi sur la dépendance qui a avorté. Ainsi, aujourd'hui, tout le monde en parle, et tout le monde semble soudain concerné par cet objet, tant et si bien qu'il faut se garder de ce retour en grâce au moment où les moyens financiers du secteur sont soumis, à l'instar de la société, à de nombreuses restrictions. Ça va plaire à Alain Jamy parce que c'est la revendication. Mettre en avant la souffrance des aidants, quels qu'ils soient, n'est-ce pas également une manière de souligner leur contribution et par là, pour ce qui concerne les aidants naturels, leur nécessaire substitution aux professionnels dans certains secteurs de l'aide aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie. D'ailleurs, s'il est un signe de ce processus, c'est bien la redécouverte, à l'occasion des crises économiques et sociales répétées redécouvertes par les politiques, entre guillemets, du care cher aux anglo-saxons. Et ainsi comme le relève Petit, un chercheur, ouvrez les guillemets, le care, mais aussi le soin, qui était jusqu'alors le point de ralliement d'un vaste courant de philosophie morale, sont devenus des notions relevant de la politique. Pour mémoire et comme parallèle, on peut citer les mises en avant
des actions dites intergénération, réinventées, entre guillemets, par l'État, les collectivités territoriales dans les années 80. Alors que l'on découvrait, si transit Gloria Mundi, que la crise économique n'était pas simplement conjoncturelle et que l'État-providence était déjà en coma dépassé. La crise économique met en évidence la crise des relations humaines. Le CARE est une tentative de réponse pour humaniser les rapports sociaux. Il peut être aussi instrumentalisé. Depuis ici ou là, on ressort régulièrement l'intergénération, comme si elle n'existait pas au naturel, en actant ses bienfaits pour une société en difficulté. Il y a là, il nous faut le dire, quelque chose de malsain dans cette démarche d'héroïsation des aidants par les pouvoirs publics. Elle s'apparente à la geste du héros marin, organisé en d'autres temps, où la France avait besoin de marins courageux et téméraires pour son expansion coloniale et commerciale, mais également à la geste du héros mineur en 1948, au moment de la reconstruction. Là, notre pays est à la recherche de travailleurs prêts à affronter des conditions de travail épouvantables, avec à terme, sinon la mort, tout au moins l'entrée dans des maladies invalidantes. La politique du sacrifice pour le bien commun. D'ailleurs, mon collègue, le professeur Alain Blanc, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais quelqu'un connaît Alain Blanc ici? Ouais. Super. J'ai travaillé avec lui pas mal de fois, puis j'ai perdu. Dans l'excellente introduction à son ouvrage consacré aux aidants familiaux, ne s'y trompe pas. Bon, c'est un bon ouvrage, il y a aussi le bouquin que vient de faire Parrette Agneau, je ne veux pas me le mettre à dos, parce qu'il reste ce soir manger avec moi, mais quand même, le livre de Blanc est bien aussi. Je n'ai pas lu celui d'Agneau, mais il doit être très bien. Alors, dans l'excellente introduction à son ouvrage consacré aux aidants familiaux, ne s'y trompe pas. Après avoir analysé les différentes raisons qui expliquent l'importance croissante prise par les aidants familiaux, des raisons démographiques d'une part, mais également des raisons liées à la sociologie des relations familiales d'autre part. Il nous montre comment et pourquoi l'État-providence affaiblit, relégitimise les familles dans leur action protectrice à destination de leurs membres. Entre modèle familial ayant fortement évolué et recomposition des interventions de l'État-providence, les aidants familiaux qui font face à la perte d'autonomie de l'aidé se trouvent à la croisée d'une solidarité collective épuisée sous ses charges et d'une revendication des familles visant à maintenir leur action de proximité vis-à-vis de leurs membres. Véritables ressources mobilisables, pertinentes, consentantes, efficaces au moindre coût, c'est une alternative à la très coûteuse institutionnalisation. Les jeunes, là, vous me direz pourquoi ça vous fait marrer depuis tout à l'heure, mais on se verra après. Les aidants familiaux, véritables marginaux séquents entre système global et familial, constituent donc les systèmes d'action concrets de demain, sans lesquels les solutions aux dépendances ne seront pas trouvées. Argument d'autant plus valable que les familles d'aujourd'hui concernées sont celles solvables des papy-boomers, dont vous avez un merveilleux exemple devant vous, là. Hein, voilà. C'est un récent papy-boomer. Cette mise au point, c'est bientôt fini, est en fait, et parce que nous ne souhaitions pas, avec Pangloss, pour les lecteurs de Voltaire, dans Candide ou l'optimisme, dire que tout va bien, tout va au mieux dans le meilleur des mondes, des aidants, nous dirons qu'au centre de la prise en charge par les aidants, nous nous trouvons d'abord et surtout au cœur de la solidarité humaine, d'une part, et d'autre part au centre du roman familial, avec tout ce que cela suppose de vécu à l'envers, au moment où, pour les enfants devenus adultes, sonne l'heure de la revanche des bébés, ou de la restitution de leurs dettes en termes de prise en charge des parents et d'une forme de retour de l'amour reçu pendant des années. Cette solidarité dont l'exercice est présent, chaque jour, chaque heure, chaque minute, au sein des familles où vivent des personnes atteintes de déficits psychiques et ou physiques, reste au-delà des discours à être dynamisée, encouragée, car elle seule peut permettre de développer au sein de nos sociétés en crise ou encore, très bien, en mutation profonde, des espaces d'échange à l'intérieur desquels les solitudes des aidants, mais également des malades, des personnes prises en charge, n'apparaîtront plus comme inéluctables.
La période de crise pandémique que nous traversons encore, qui visiblement va redémarrer, a plus que jamais mis en exergue les préoccupations liées au vivre ensemble, à l'isolement, à la solitude. Elle pose également la question du maintien de la citoyenneté dans toutes ses formes d'expression et à tous les âges de la vie. Des échanges entre les générations, du partage, du tout et du rien ensemble. Et ceci jusqu'à quand? Tant est incertaine la situation actuelle. Les grandes pandémies durent, on dirait dans l'histoire, entre 8 et 10 ans. Quand je l'ai dit il y a 2 ans, on m'a pris pour un fou, mais bon, apparemment, on y va. Confinement, déconfinement, reconfinement sont autant d'alternatives à venir qui rendent encore plus prégnante l'exclusion des personnes les plus fragilisées, dont certaines par l'avancée en âge. Ceci dans un monde qui se replie de manière insidieuse sur les échanges virtuels auxquels tout le monde n'a pas accès. C'est merveilleux, vous avez Carla qui est très malade a pu nous parler, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. La pandémie en cours n'a rien arrangé. On a vu la situation nettement se dégrader suite aux mesures de surprotection dont les aînés ont fait l'objet, notamment à l'institution. Ces mesures ont été diversement appréciées par les intéressés, mais également par leurs familles, empêchées, entre guillemets, d'accomplir ce qu'elles considèrent comme un devoir moral et filial. Loin de moi le souhait de polémiquer sur la question de ce qu'il y avait et qu'il y a toujours à faire, ou de ne pas faire de la part des pouvoirs publics, confrontés soudainement à un phénomène inédit. Il faut toutefois reconnaître que cet empêchement des aidants, dont ceux ayant notamment leurs parents à l'institution, de les voir, de communiquer avec eux, et donc ne parlons pas ici de ceux qui ne pouvaient pas communiquer numériquement, parce que ça peut être bien, bref, à agir au quotidien, pose un problème important qui est d'abord celui de la préservation du lien social, mais également de la confiance à tenir avec les équipes qui assurent l'hébergement et obéissent aux recommandations changeantes des agences régionales pour la santé. Pour achever mon propos définitivement, s'il était possible de le faire tant les situations sont fluctuantes et incertaines et personnelles, je dirais qu'il nous faut aujourd'hui, nous tous, plus que jamais agir ensemble et demeurer des acteurs, quel que soit l'âge. En cela, renforcer, étayer, aider au maintien du lien social, des solidarités naturelles entre les générations, doit être notre ambition collective, une ambition collective dont chacun d'entre nous, ici, serait le porteur d'une petite part, dans sa famille, dans son quartier, dans son action, dans la cité, non pour lui-même, mais pour un mieux-être en devenir de la solidarité humaine. Merci.